Bonjour à tous. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre ensemble autour d'une question simple et complexe à la fois. Le SEO va-t-il tuer le SEO? Alors le SEO, tout le monde connaît, c'est le référencement naturel sur Google. Le GEO, c'est donc le Generative Engine Optimization et c'est finalement le référencement sur les IA. Et donc l'idée, c'est de créer des contenus qui permettent effectivement ensuite de remonter sur toutes les IA génératives, donc ChatGPT. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Axel Oschitsky, directeur de Routard.com. Bonjour, bonjour Linda. Louis Chevant, fondateur de Smart Keyword. Bonjour, enchanté. Et Romain Rousseau, chef product et growth officer chez Evaneos. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le GEO? Ça, on l'a un petit peu abordé, mais surtout, comment travaillez-vous cette question-là au sein de vos entités? Je vais commencer par Axel. Oui, alors déjà le GEO, la première chose qu'on fait, c'est mesurer son impact actuel. Donc on regarde le poids qu'il a dans les audiences aujourd'hui, qui reste encore assez marginal. Donc on sait que c'est un sujet qui est très important, on sait que c'est un sujet qui va monter puisqu'on voit les usages et notamment dans le tourisme qui se développe, mais ça reste encore un sujet, on va dire qu'on prépare pour demain. C'est émergent pour l'instant. Voilà, c'est quelque chose d'émergent, c'est quelque chose qui va devenir pour nous un axe, on en est à peu près persuadé, et donc on essaie de mesurer ça quand même, déjà de voir l'impact que ça a. Donc ensuite on va travailler effectivement sur nos contenus. L'idée c'est d'avoir une approche un peu comme celle qu'on a faite, de comprendre en fait comment fonctionnent les algorithmes, ce qui est pas évident aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça mes collègues en parleront aussi. Et c'est vrai qu'on essaie de voir comment est-ce qu'il va falloir construire, écrire nos contenus pour pouvoir être référencés. Et la première étape c'est passer au langage naturel. Donc c'est sortir effectivement d'une écriture très dictée autour de mots-clés, donc d'un champ sémantique limité autour de mots avec les systèmes qu'on connaissait dans le SEO de répétition des mots dans le titre, plusieurs fois dans le contenu, pour avoir une approche beaucoup plus naturelle, répondant à des questions qui sont finalement des questions longues que se posent les gens et qui poseraient à l'oral, on va dire. Donc c'est ce type de contenu qu'on est en train de réécrire ou d'ailleurs de reprendre. C'est des contenus qu'on avait déjà sur le site, qu'on considérait nous des contenus inspirationnels et qui deviennent maintenant des contenus à référencer. D'accord. Romain, donc le contenu est structuré différemment si on veut être bien référencé par les IA? Alors, il n'est pas forcément structuré différemment. On va appliquer les bases du SEO. Peut-être que Louis en parlera aussi, mais c'est vrai qu'on va adopter un contenu peut-être un peu plus en langage naturel. On va se regarder un peu les questions que se posent les internautes sur les requêtes et on va essayer de vraiment répondre à ça. Après, on va tirer parti aussi, ce qui est un peu notre chance ou notre force aussi chez Evaneos, c'est de travailler sur du contenu vraiment humanisé, incarné et expert aussi. Donc nous, par exemple, ce qu'on a créé, ce sont des pages d'auteurs pour dire d'où vient le contenu, qui sont les gens qui le rédigent, quels sont leurs centres d'intérêt et aussi quels sont leurs réseaux sociaux pour continuer de les suivre. Le deuxième point sur lequel on travaille, c'est sur la couverture thématique, parce que pour les IA, encore plus que pour le référencement naturel classique, il faut être vraiment expert d'une thématique ou d'une destination, par exemple pour nous dans le travel. Et donc là, on va travailler tous les sujets vraiment en couverture large et aussi en profondeur autour d'une destination. Par exemple, récemment, on a refondu nos contenus sur le Costa Rica pour se dire présentation de la destination, les différents POI, Point of Interest, que mettre dans sa valise, etc., etc. Vraiment toutes les informations qui sont liées, donc différentes pages, à une thématique en particulier. Et le troisième point, je dirais, qui est important, c'est revaloriser le contenu humain des utilisateurs, donc l'UGC, User Generated Content, où là, nous, on a collecté et on met en avant les récits de voyage ou les coups de cœur de nos voyageurs avec des photos vraiment authentiques. Et tout ce contenu-là, authentique, c'est hyper important pour les IA, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenu qui est fabriqué, et donc l'IA va valoriser a priori, en tout cas c'est notre hypothèse, on n'a pas de guideline précise, mais valoriser le contenu qui est créé par l'humain. D'accord, donc vous retravaillez le contenu vraiment spécifique, très incarné. Louis, vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait du référencement naturel, son métier de base, et vous vous développez dans le géo. Est-ce que ces méthodes-là sont les bonnes pour justement être bien indexées par les IA? Oui, tout à fait. Je pense que vraiment mes collègues ont dit l'essentiel de ce qui avait été dit sur le sujet, c'est que
En fait, juste avant le géo, il y avait déjà eu l'explosion de ChatGPT où avant de parler du géo, c'est-à-dire de la recherche, il y avait le côté ah tiens, on peut produire du contenu à l'échelle. Et ça a amené une dégradation en fait de la qualité des contenus sur le web et qui est reprise aujourd'hui par le fait que ah oui, c'est vrai, le contenu average en fait, on peut plus s'en contenter et il faut du contenu vraiment expert. Les UGC, c'est fantastique et les IA s'en servent en fait parce que les IA cherchent des sources of truth en fait à qui je peux avoir confiance dans un web où finalement l'écriture est devenue une commodité. Et donc, effectivement, le contenu ultra expert qui répond aux vraies questions des utilisateurs, c'est devenu clé. Là où en SEO, malheureusement, il y avait un peu on appelait ça parfois du contenu SEO, ce qui voulait un peu tout dire dans le métier. C'est le contenu qui servait à rien à part pour Google. Aujourd'hui, on peut plus le faire parce qu'en fait, la vraie révolution du géo, c'est le conversationnel. C'est que du coup, on va avoir une conversation avec ChatGPT. Et donc, c'est plus juste voyage à Chypre. C'est j'ai voyagé du 1er au 15 juillet. J'ai 2 enfants, dont un bébé. Et donc, en fait, j'ai des besoins qui sont très spécifiques. Et donc, l'IA, pour pouvoir me répondre, va avoir besoin de réponses, en fait, soit basées sur des EC, soit basées sur des contenus réels qui répondent à ces problématiques. Donc, en fait, nous, par exemple, côté SEO, c'est une vraie révolution qui est passionnante, qui est qu'on doit reprendre en compte le côté les personas. Qui sont vraiment les gens qui achètent et comment ils se renseignent. Et c'est pas pareil de répondre à un contenu pour un couple qui part en voyage de noces ou pour une famille avec enfants, dont un bébé. Et donc ça, pour nous, ça revalorise le métier. Ça revalorise aussi la création de contenu et c'est une révolution aussi puisqu'évidemment, comme disait Axel, ça a beau être naissant, c'est sur toutes les lèvres. Ça dépend un peu des thématiques. Moi, du coup, je travaille pas que dans le voyage, mais dans le voyage, je pense que ça fait partie des thématiques hyper challengées par ce sujet-là. Voilà, dans l'assurance ou dans toutes les thématiques en fait où Google répondait finalement pas si bien. Si je cherche l'assurance santé la moins chère ou la meilleure banque en ligne, c'est là où Google en fait m'envoyait 4 résultats payants, puis 4 résultats d'affiliés, puis les résultats SEO qui disaient tous un peu la même chose. Là en fait l'IA quelque part fait le tri pour nous dans tout ça. Et donc il y a des secteurs sur lesquels c'est vraiment game changer. Là où par exemple dans la fashion, je cherche pas encore la meilleure robe sur ChatGPT en fait. Donc ça dépend quand même un peu des secteurs, mais dans le voyage, je pense que c'est transformant. Très bien. Alors à travers ChatGPT et demain les overviews de Google qui vont être finalement les réponses IA de Google et également le mode IA de Google, il est facile de demander tout simplement propose-moi un itinéraire complet pour découvrir la côte amalfitaine en langage naturel. Comment s'y préparer, comment s'organiser de manière à ne pas trop perdre en audience et en conversion parce que finalement l'IA permet d'arriver à une stratégie zéro clic, c'est un peu le but, c'est-à-dire que on a une réponse qui est suffisamment riche pour finalement dispenser l'internaute de cliquer sur le lien référent. Comment faites-vous ? Alors en ce qui concerne la perte d'audience, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que le fait d'avoir effectivement des réponses directement va générer, comme tu le disais, des requêtes à 0 clic. Donc du coup, la baisse d'audience sera là. La question, elle est vraiment sur ce que tu disais derrière, c'est la conversion qu'on pourra pouvoir trouver, ou le fait, une fois que la réponse est donnée, d'essayer d'engager vers des informations supplémentaires spécifiques, en étant référencé effectivement, comme on le disait, par ces nouvelles IA, et puis 2, en ayant une préférence de marque. Donc c'est là aussi où la valorisation de la crédibilité, de l'autorité de la marque dont parlait Romain est très importante. Et c'est ça aussi qui va d'un côté nourrir les IA et l'objectif c'est d'être considéré comme référent voire indispensable sur des recherches et des réponses dans le langage naturel. Et de l'autre côté, c'est vis-à-vis de l'utilisateur lui-même, quoi. Continuer à travailler sa marque, continuer à se mettre en avant, à avoir cette caution de marque pour rester référent et pour que la réponse donnée par l'IA amène aussi à, on va dire, creuser le sujet, aller plus loin, compléter par des informations que une marque comme le Routard peut proposer avec des spécificités qui nous sont propres. Donc moi, je crois beaucoup à la valorisation un peu de ce qu'on avait, c'est-à-dire l'ADN de la marque, le fait d'avoir des expériences, le fait de pouvoir, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne beaucoup d'acteurs, des retours d'expérience de vraiment de voyages vécus, des choses assez authentiques qui étaient un peu déjà valorisés sur le principe par le SEO, mais qu'on voyait pas trop, et qui par contre ont l'air assez prédominants par le géo. On a l'impression que les contenus des réseaux sociaux sont très légitimement pour justement le géo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Louis.
Oui, et c'est quelque chose qui change pas mal, c'est que Google s'intéressait uniquement en fait aux pages dites indexables, donc aux sites web, qu'ils soient médias ou les sites des annonceurs en propre. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet avec les UGC, en fait, ils indexent tout ce qui se passe sur le web, et donc d'ailleurs, ça a des vraies exigences en termes de prise de parole de la marque, de conformité de prise de parole sur tous les canaux des UGC. Donc on peut plus rien leur cacher entre guillemets, mais c'est super. Par contre, si on a une préférence de marque pour la développer, c'est une opportunité. Très bien. Romain, on parlait de l'impact sur l'audience et de l'impact également sur la conversion. Alors justement, vous, Evaneos, vous êtes déployé dans plusieurs pays d'Europe et notamment dans des pays où Overviews de Google est déjà déployé sur le moteur de recherche Google. Quel est l'impact? Une plateforme récemment me disait que pour elle, l'impact était une baisse d'audience de 40% aux États-Unis. Pour vous, en Europe, là où Overviews est déployé, quel est l'impact sur votre audience et sur votre conversion? Donc effectivement, nous on est présent dans 5 marchés en Europe et donc pour l'instant la France est un peu préservée, c'est notre marché historique. Mais ce qu'on voit à l'échelle européenne, là où il y a AI Overview, effectivement sur parfois des requêtes clés, on peut aller jusqu'à un tiers de trafic en moins. Donc ça change complètement notre façon d'aborder ce sujet-là. La notion de marque devient clé. On va plus suivre forcément les clics, on va toujours suivre les impressions. Mais derrière, on va se mettre à suivre les mentions. Combien de fois est mentionné Evaneos? Donc ça devient complètement clé d'apparaître dans ces résultats. Et sur le sujet que vous mentionniez juste avant, pour nous, c'est encore plus clé. Et c'est là où notre façon de consommer Internet et le voyage change complètement. C'est que sur l'exemple de l'itinéraire sur la côte amalfitaine, en fait, nous, c'est quand même notre cœur de métier de proposer du voyage sur mesure, puisqu'on met en relation des voyageurs avec des agences locales à destination. Et donc, voilà, il faut qu'on compose avec ça. Donc, je dirais qu'on a 2 manières de s'attaquer à ce problème-là. La première, c'est celle un peu qu'on évoque là, de se dire, en fait, il faut à tout prix que je remonte comme étant le plus légitime, la marque la plus digne de confiance, et aussi avec le bon contenu pour que l'IA propose déjà une première version pertinente d'un itinéraire, avec aussi notre vision du voyage, qui est de voyager différemment hors des sentiers battus. Le deuxième, c'est un super outil d'inspiration. On va pas aller contre ça. Enfin, c'est quand même génial pour tout le monde, pour nous y compris. Mais est-ce qu'on n'a pas matière, nous, à proposer aussi des outils d'inspiration qui représentent un petit peu plus notre façon de voyager? Donc, on a lancé un produit qui s'appelle Trip Designer, qui est en bêta en ce moment, pour que vous puissiez générer un itinéraire à travers une vraie interface. Aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, ChatGPT et AI Overview, c'est beaucoup de texte, très peu d'éléments sur les différentes activités, la map, la carte, etc. Et donc, nous, on vient, à travers 15 ans d'expérience d'assemblage du voyage avec nos agences locales, proposer aussi une version d'itinéraire qui est différente. Mais j'ai envie de dire, ça c'est la phase d'inspiration et il faut que chacun puisse y trouver son compte. Donc la marque refait la différence. Nous, on va apporter derrière notre savoir-faire qui est en fait réaliser ce voyage-là. Et donc qui de mieux qu'une agence napolitaine pour vous proposer les meilleurs spots, les meilleures activités, les meilleurs enchaînements aussi, parce qu'il y a une question de faisabilité aujourd'hui dans ce que propose l'IA générative. Bien sûr, ça va s'améliorer, mais c'est pas encore parfait. Et donc, c'est là où on voit comment l'IA va être complémentaire de l'humain. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines études, ceux qui utilisent le plus l'IA pour leur planification de voyage sont ceux aussi qui valorisent le plus la touche humaine derrière et la connexion en fait au local. Ouais. Donc, il y a une complémentarité qui se crée là, et elle s'illustre après en effet rebond sur les UGC, qui sont repris dans le contenu, et aussi tu parlais un peu des réseaux sociaux. Effectivement, c'est un peu la nouveauté, c'est ce qui est indexé massivement, parce que on le rappelle, il y a besoin de contenu frais et authentique, et donc ça change un peu notre approche sur comment on va rapprocher des équipes concrètement SEO contenu, d'équipes plus brand, pour se dire en fait on va augmenter notre production de contenu sur d'autres canaux. Et donc là, ça répond aussi à la problématique de conversion et de report de trafic qu'il faut qu'on aille capter désormais ailleurs. Très bien. Louis, Romain parlait de 30% de baisse de trafic là où Overviews est déployé.
c'est un changement de paradigme complet pour les marques. Comment peut-on finalement avancer malgré cette augmentation des coûts d'acquisition client finalement, hein? Oui, alors je dirais qu'il y a 2 points parce que en fait, il y a toujours autant de personnes qui achètent. Donc en fait, l'idée c'est que c'est juste que le parcours d'achat va être un peu différent. Par exemple, ChatGPT, on voit très peu de trafic, c'est un peu la déception qu'ont tout le monde, c'est je me suis mis sur le sujet mais quand je regarde, c'est moins d'1% de mon trafic. Mais parce qu'en fait, il va vous citer et peut-être qu'après vous avoir cité 3-4 fois, vous allez vous dire ah, Evaneos ou le routeur, ça a quand même l'air pas mal et je vais le googler. Oui, donc c'est pas forcément un problème, sauf pour les modèles médias. Alors voilà, exactement. D'où les débats et les partenariats qu'il y a en ce moment avec est-ce que Perplexity ou ChatGPT va payer le New York Times ou le Monde.fr pour effectivement pouvoir exploiter ça, parce que là on a un vrai sujet de captation d'informations. Sur les sites marchands, je dirais que la statistique, elle est surtout valable sur les requêtes, je crois, informationnelles, mais c'est un vrai problème dans le voyage parce qu'entre l'information et voilà. Mais si je reprends l'exemple de site e-commerce plus je sais pas, dans la déco ou encore une fois la fashion. Si je veux acheter. Donc en fait, si je cherche une robe, a priori, je vais tomber sur une page de résultats Google qui me propose des robes. Et donc le zéro clic, en fait, c'est un phénomène sur lequel là-dessus on s'est habitué petit à petit parce que il y a 10 ans, Google avait commencé à faire apparaître ce qu'on appelle les positions zéro ou les answer box en disant si tu me poses une question très simple, quel est le premier homme qui a marché sur la Lune, ça fait 10 ans qu'il nous répond sans cliquer qui nous donne directement la réponse quand on demande la date de naissance de telle personne. Donc ça, c'est un modèle qui a été progressivement amené, qui fait que aujourd'hui, effectivement, on a, je crois, 57% de la statistique des requêtes qui sont des requêtes zéro clic. Donc, c'est un énorme sujet, mais qui est bizarrement pas si nouveau que ça. Ça n'en reste pas moins qu'effectivement, sur la partie transactionnelle, et surtout, je pense, dans le voyage, mais je pense que vous êtes peut-être mieux placé que moi pour en parler, c'est, voilà, il faut mener des stratégies alternatives parce que ça reste un vrai sujet de captation de trafic quand même, parce que captation de trafic dit explique captation d'audience, dit retargeting. Il y a quand même plein de sujets derrière qui font on aime bien que les gens viennent sur nos sites. D'accord. Et Louis, si je comprends bien, finalement, le GEO ne va pas tuer le SEO. On est sur 2 sujets qui sont complémentaires et pour lesquels il y a justement des points de convergence aussi. Oui, en fait, même, je dirais, on est plus sur une révolution d'usage. En fait, ce qu'on dit souvent là en ce moment dans le search, c'est que avant, jusqu'à 2024, le search c'était Google. Enfin, depuis 98, parce qu'avant il y avait 2 choses que Google. Il y a eu Google pendant 25 ans, et maintenant il y a Google, mais il y a aussi, si on parle des Gen Z, il y a TikTok. Il y a plein de choses. En fait, les gens maintenant cherchent partout. La recherche est vraiment éclatée. Voilà, le search est éclaté, et en plus il est devenu conversationnel. Donc en fait, c'est vrai que notre métier se révolutionne à 2 niveaux. Je peux plus seulement regarder Google. Et je peux plus seulement espérer positionner des pages par rapport à des mots-clés. Il faut que je réponde à des intentions et à des conversations, d'où un contenu riche, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est plus une extension parce que, en fait, comme vous avez parlé d'IA Overviews, l'idée, c'est qu'en fait, cette IA, donc cet équivalent de ChatGPT va être au sein de Google. Donc en fait, demain, avec là aussi l'IA Mode, je vais converser dans Google. Donc en fait, c'est juste que vraiment les attentes autour de la recherche sont en train d'évoluer. Donc c'est plutôt un changement du SEO. Oui, c'est une évolution. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est vrai que il y a encore quelques années, Google avait vraiment le monopole de la recherche. Et aujourd'hui, c'est éclaté entre Google, les réseaux sociaux et l'IA. Et finalement, ça peut aussi amener à des coûts supplémentaires parce que il faut restructurer tout son contenu. Il faut repenser. Enfin, est-ce que vous avez du coup des équipes qui sont toujours les mêmes ou est-ce que vous avez décider d'embaucher de nouvelles compétences, par exemple au sein du routeur.com? Effectivement, on peut se dire que les coûts vont devoir augmenter puisqu'on va devoir être déjà sur plusieurs plateformes, puisque comme on le disait, il y a d'un côté les sites internet qu'on avait, mais aussi l'importance des réseaux sociaux et sur plusieurs formats. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la vidéo devient importante. Donc on va se dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans la capacité qu'on va avoir à raconter du contenu et du coup les coûts normalement associés vont le faire. Maintenant, il y a quand même un point moi qui me rassure, c'est que techniquement on n'est pas en train de parler de refonte de sites ou de refonte de produits digitaux, puisqu'en fait les systèmes en tout cas de compréhension du contenu s'appuient sur les mêmes éléments que ce que le faisait Google. En tout cas de ce que j'en sais maintenant, je parle un peu sous auto-contrôle, mais ça veut dire que toutes les métadonnées, les balises qu'on a mis, tout ce travail d'optimisation des templates et en tout cas de faciliter la compréhension des moteurs de recherche fonctionne aussi finalement pour les IA. Donc ça c'est déjà un peu rassurant, c'est-à-dire qu'il va pas falloir refaire un grand baroud technique. Après, il faut, comme on le disait, peut-être faire évoluer sa façon de raconter, faire évoluer son image et effectivement réadapter des choses. Le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est que l'IA, ce sont aussi des outils, donc des opportunités de le faire. On parlait du GC, nous on a lancé des chantiers, en fait, de résumer par exemple des forums via de l'IA
pour reprendre les éléments les plus discutés sur des destinations, sur des thématiques et remettre ça dans des pages de contenu finalement. Ouais, donc il y a aussi des opportunités à saisir. Hein. Voilà, il y a aussi des opportunités qui vont pas remplacer ce qui est le travail qui est déjà fait, mais qui vont nous permettre de créer des nouvelles typologies de contenu, d'avancer. Donc je suis pas en train de dire qu'il y aura zéro coût associé au développement de la GE, mais il y a quand même des choses qu'on fait déjà qui sont facilitées, en tout cas rendues possibles par l'IA. La structuration du contenu, par exemple, qui était un des sujets très compliqués pour nous, que ce soit en ligne ou hors ligne, devient beaucoup plus facile et beaucoup plus exploitable derrière, quoi. Donc ces éléments font déjà qu'on a des nouvelles opportunités. Et puis ensuite, encore une fois, c'est pas forcément le premier chantier, ne va pas être la techno qu'on a mis en avant. D'accord, très bien. Louis, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de savoir si finalement les marques du voyage remontent bien sur les IA. Si je suis un tour opérateur ou une agence de voyage, comment je fais pour savoir si effectivement je suis bien indexé en dehors du test de ChatGPT, Gemini et Copilot? Comment est-ce qu'il y a des outils qui sont en train de naître pour que justement les marques puissent savoir comment elles sont positionnées? Alors c'est très débattu parce qu'en effet, depuis 25 ans, comme on le disait, Google faisait la pluie et le beau temps et Google nous donnait des volumes de recherche mensuels associés à des mots-clés, avec même la saisonnalité. Donc on pouvait savoir que voyage plus destination pour telle ou telle destination était plus ou moins recherché en tendance selon les mois, etc., etc. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup les prompts, en fait, on n'a pas de données aujourd'hui qui sont fournies par ChatGPT, etc., sur qui tape quoi. Et puis même, en fait, est-ce que ça ferait sens au sens où c'est des conversations qu'on a, c'est plus juste un prompt unique. Et toute la magie de l'IA, et ce pourquoi il y a une bataille autour de, par exemple, Perplexity qui cherche à avoir son propre navigateur, ChatGPT qui cherche à toujours plus se déployer, c'est qu'il cherche à avoir énormément d'infos sur nous, de telle sorte que si on tape tous les quatre le même prompt, on aura probablement 4 réponses différentes parce qu'il sera au courant de notre contexte. Ouais. Et donc, il sera au courant que justement, la force de ces IA, c'est d'hyper personnaliser les réponses. Google personnalisait déjà un petit peu, mais on était quand même loin de ces niveaux-là. Et donc, en fait, ce que le marché essaye de faire, parce que les annonceurs ont besoin d'avoir des réponses, donc c'est qu'on est en train de structurer en fait des outils où on va avoir des bibliothèques de prompts en fonction de voyage. Donc par exemple sur le voyage en Tanzanie, je vais essayer peut-être de faire 500 prompts déclinés en fonction des personas que je vais envoyer à ChatGPT, à Gemini, à Perplexity, peut-être à Claude et consorts, et essayer de voir du coup dans ces gens-là qui sont les gens qui sont cités, qui sont les gens qui sont mentionnés, et après je vais faire des statistiques du coup sur écoute, sur ces 500 prompts, si tant est que tu es d'accord avec moi pour dire qu'ils sont plus ou moins représentatifs, je vois que par hasard, le Routard et Vaneos sont 1 et 2 tout le temps, et que d'autres sont très très peu cités. Et donc ça va être moins scientifique, c'est-à-dire sur l'approche de je peux quantifier vraiment l'apport que ça va t'apporter. Par contre, ça va permettre de dire, écoute, en tout cas, les données sont probablement fausses comme tous les modèles, mais en évolution, ça permettra de se dire, est-ce que on part de là et sur un jeu de prompt équivalent, semaine après semaine, est-ce qu'on peut mesurer de l'incrément? Donc voilà, on a des outils qui sont uniformément faux, mais qui ont le mérite d'exister et qui permettent de se dire un petit peu, bon, est-ce que je suis quand même un peu dans le game ou pas? Et ce qui est très intéressant et qui à mon avis vraiment enrichit la sphère SEO, c'est que dans ces outils-là, on va pas seulement mesurer est-ce que je suis présent, on va mesurer est-ce que je suis recommandé. Parce que la force des IA, c'est la force de prescription. C'est d'abord, est-ce que je suis cité dans les possibilités? Bien sûr, c'est l'autorité. Et 2, est-ce qu'il me dit, en fait, c'est génial, vas-y, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on va faire de l'analyse de la perception. Et là, après, ça va influer sur les stratégies qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que si on se rend compte que Kevaneo, c'est souvent cité, mais que peut-être il y a un des points qui sera, je sais pas, le rapport qualité-prix ou n'importe quoi qui peut être peut-être discuté. Alors vraiment, ça sort sûr de que non. Sûr que non. Et là, l'idée, c'est que, en fait, du coup, on va après créer du contenu qui va venir essayer d'influencer ça en disant qu'on a le meilleur rapport qualité-prix possible, que ce soit d'ailleurs sur notre site ou sur des médias. Des contre-feux finalement. Et on va essayer, voilà, exactement. Et donc là-dessus, on se rapproche vraiment plutôt d'une logique IRP, en fait, une logique brand que tu as évoqué sur qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce que je veux qu'en fait les IA, quand elles parlent de ma marque, comment je veux qu'elles la citent. Et donc là, du coup, ça rend le métier, honnêtement, je trouve, d'un point de vue vraiment pour travailler dans le SEO toute la journée, beaucoup plus intéressant parce qu'on devient plus métier. On comprend mieux les personas et on comprend mieux leurs critères d'achat. Et donc, comment je vais influer sur les critères d'achat? Alors qu'avant, je disais juste, je vais te positionner sur voyage en Tanzanie. Sauf que si c'était voyage de luxe et que c'était quelqu'un qui n'a pas les moyens, ça servait pas à grand chose. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que sur ce voyage-là, je vais travailler seulement, du contenu hyper premium pour des gens qui ont les moyens, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc finalement, l'intelligence artificielle va permettre aussi d'être plus créatif et de répondre à les problématiques qui n'existaient pas avant avec le SEO. En fait, je dirais plus spécifique. Voilà. Là, je peux plus faire du contenu à l'eau de rose qui sert un peu à rien, où je suis juste là pour présenter mon offre.
il faut que là je réponde, et je pense que c'est très vrai ce qui était dit par le collègue sur le côté ce contenu qui va faire la différence pour quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, et ben ça va se voir tout de suite entre un contenu généré par IA classique et un contenu enrichi par de l'UGC ou qui était rédigé par quelqu'un de local ou quelqu'un qui a passé un moment, quoi. D'accord, donc l'IA va créer des opportunités au niveau des marques et c'est la bonne nouvelle. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de justement s'intéresser au sujet pour embarquer toutes les équipes et pour être prêt le jour où l'IA sera un peu plus présente sur le marché français à travers tous les outils qu'on connaît. Oui, alors ça me permet de répondre un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur le côté comment font les annonceurs, parce qu'il y a un vrai sujet quand même de moyens, parce qu'en fait tout le monde n'avait pas une forme incroyable d'un point de vue économique, et là l'idée c'est de dire ah bah tiens, il faut que tu retravailles tout, c'est la question que vous posiez, et c'est vrai que nous on voit vraiment un schisme là-dessus sur le marché entre des acteurs un peu leaders ou qui veulent prendre le pli en se disant je vais être un first mover, j'investis à fond, j'ouvre une nouvelle pocket de budget pour ce sujet-là, et d'autres qui disent mais je suis déjà un peu au max du max, et donc du coup au sein de ta prestation SEO intègre du GEO, et d'autres qui disent non, j'ouvre en fait un nouveau chapitre parce que c'est pour demain, et de par ma position de marché ou la position que j'ai envie de prendre, en fait j'attaque le sujet de plein fouet. Et là on voit vraiment des différences énormes qui se passent sur le marché entre j'adapte à la marge ou alors je prends, en fait. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Donc, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.